En passant devant la jeune blanchisseuse, le millionnaire resta figé en voyant son pendentif, le même que sa fille portait avant de disparaître il y a 20 ans. Le linge claquait dans la brise marine, suspendu aux cordes tendues entre les pommiers du petit jardin. Anaïs Morel essuya la sueur de son front d'un revers de main, laissant une trace humide sur sa peau pâle. Ses doigts, rougis par l'eau froide et le savon, témoignaient d'une matinée de labeur, à 25 ans. Elle connaissait déjà la dureté du travail mieux que beaucoup ne la connaîtraient en une vie entière. « Anaïs, tu as fini avec les draps des Leblanc. » La voix éraillée d'Odette Martin s'éleva depuis la cuisine, où la vieille femme préparait un ragoût dont l'odeur embaumait déjà les alentours. « Presque, mamie. Encore 2 à étendre, » répondit-elle en plongeant ses mains dans le panier d'osier à ses pieds. Saint-Aubin-sur-Mer somnolait sous un ciel d'un gris perle. Comme souvent en cette saison, ce petit village normand, avec ses maisons de pierre et ses jardins fleuris, semblait figé dans le temps. Pour Anaïs, c'était le seul monde qu'elle connaissait. Un monde simple, prévisible, où chaque jour ressemblait au précédent. En étendant le dernier drap, son pendentif en forme d'ange glissa dessous son chemisier. Par réflexe, elle le rattrapa avant qu'il ne soit visible et le remit à l'abri. Odette lui avait toujours répété de ne jamais le montrer en public et surtout de ne jamais le vendre, même dans les moments les plus difficiles. « C'est tout ce qui reste de ta mère », disait-elle. Le regard voilé, les initiales LD gravées au dos étaient censées être celles de sa mère, Lisa Dumont. Du moins, c'est ce qu'Odette lui avait toujours dit. Anaïs rejoignit sa grand-mère dans la petite cuisine aux murs jaunis par le temps. À 75 ans, Odette Martin gardait une vivacité surprenante, bien que son cœur lui jouât de mauvais tours ces derniers temps. Ce matin pourtant, une quinte de toux l'avait pliée en 2 pendant de longues minutes. « Tu devrais t'asseoir, mamie, je vais terminer le repas », proposa Anaïs en prenant la louche des mains tremblantes de la vieille femme. « Bah, ça va passer, ce n'est rien », marmonna Odette, mais elle se laissa guider vers sa chaise préférée, celle qui faisait face à la fenêtre donnant sur la mer. « Tu as pris tes médicaments ce matin ?» Anaïs hocha la tête, même si c'était un mensonge. Les médicaments contre ses migraines coûtaient cher, et elle préférait que l'argent serve au traitement d'Odette. Le docteur Renaud avait été clair, sans intervention, le cœur de sa grand-mère ne tiendrait plus que quelques mois. Madame Fournier m'a demandé si je pouvais laver les rideaux de son salon pour la communion de sa petite fille, dit Anaïs en remuant le ragoût. Ça nous ferait un peu plus d'argent pour mes médicaments, coupa Odette avec un reniflement dédaigneux. Je t'ai déjà dit que je n'en voulais pas. À mon âge, on doit savoir accepter les choses. Et moi, je n'accepte pas de te perdre, répliqua fermement Anaïs. Pas encore. Le silence s'installa. Lourd de non-dits, comme souvent lorsque le sujet des parents d'Anaïs était sous-entendu, un accident de voiture, 15 ans plus tôt, voilà tout ce qu'elle savait. Odette n'aimait pas en parler, et les rares photos qu'elle avait montrées à Anaïs étaient floues, jaunies, comme si le temps avait voulu effacer jusqu'à leurs souvenirs. Cette nuit encore, Anaïs avait fait ce rêve étrange qui la poursuivait depuis l'enfance. Elle marchait dans un long couloir aux murs couverts de tableaux. Une musique lointaine l'attirait vers une porte entr'ouverte, mais à chaque fois qu'elle tendait la main pour l'ouvrir, elle se réveillait en sursaut. Le cœur battant, « Tu as encore fait ce cauchemar, n'est-ce pas ?» demanda Odette, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Je t'entends parfois murmurer dans ton sommeil. » Anaïs haussa les épaules. « Ce n'est qu'un rêve. Les rêves sont parfois des souvenirs qui cherchent à refaire surface, » murmura Odette. Si bas qu'Anaïs crut avoir mal entendu, le repas terminé, Anaïs prit son panier et se dirigea vers la rivière où elle lavait le linge des villageois les plus aisés. L'eau claire clapotait sur les galets, créant une mélodie apaisante qui accompagnait son travail monotone. Ses mains travaillaient mécaniquement, libérant son esprit qui vagabondait. Parfois, sans vraiment savoir pourquoi, elle se mettait à fredonner des mélodies qu'elle n'avait jamais apprises. Odette disait que c'était un don, qu'elle avait l'oreille musicale, comme sa mère. Un bruit de moteur l'attira de sa rêverie. Une voiture noire, luxueuse, s'était arrêtée sur la route surplombant la rivière. Un homme en costume sombre en descendit, accompagné d'un autre, plus jeune, qui portait une mallette. Il semblait observer les environs, prenant des notes, des Parisiens, sans doute, des hommes d'affaires venus pour la filature qui bordait le village. Anaïs baissa instinctivement la tête,
concentrée sur son travail, mais elle sentait un regard posé sur elle. Quand elle osa relever les yeux, l'homme plus âgé la fixait avec une expression indéchiffrable. Pendant un instant, il sembla figé, comme s'il avait vu un fantôme. Puis son compagnon lui toucha l'épaule. Brisant l'étrange connexion, ce soir-là, en rentrant, Anaïs trouva Odette assise à la table, un journal ouvert devant elle. « La filature va fermer », annonça-t-elle sans préambule. « Monsieur Delaunay, le propriétaire, prétend que c'est pour des raisons financières. »« Delaunay », répéta Anaïs, le nom lui semblant étrangement familier. « Comme les grands magasins à Paris, le même », confirma Odette, une tension inhabituelle dans la voix. Un milliardaire qui joue avec la vie des gens comme on joue aux échecs. Anaïs s'apprêtait à répondre quand on frappa à la porte. C'était Jeanne, la fille du maire, essoufflée d'avoir couru. « Anaïs, tu es au courant. Monsieur Delaunay cherche des femmes du village pour travailler dans sa maison à Paris. Il paie 3 fois le salaire de la filature et il loge le personnel. » Le visage d'Odette se décomposa. « Tu n'iras pas, » déclara-t-elle avant même qu'Anaïs puisse réagir. « Mais... Mamie, c'est une chance inespérée. Avec cet argent, on pourrait payer ton opération. Et... » J'ai dit non. La violence du ton fit sursauter les 2 jeunes femmes. Jamais Odette n'avait élevé la voix ainsi. Cette nuit-là, alors qu'Odette dormait, Anaïs sortit dans le jardin, son pendentif entre les doigts. La lune se reflétait sur le petit objet doré, faisant danser la lumière sur les ailes de l'ange. Elle n'avait jamais remarqué auparavant que le pendentif semblait pouvoir s'ouvrir. Comme un médaillon, elle tenta de glisser un ongle dans la fine rainure, mais il résista. Le vent se leva, apportant avec lui l'odeur salée de la mer et les échos lointains d'une mélodie familière. Celle de son rêve. Anaïs frissonna, enveloppée par la sensation étrange que sa vie était sur le point de basculer. Cette nuit-là, le rêve revint, plus vivace que jamais. Mais cette fois, quand elle atteignit la porte, sa main réussit à l'ouvrir. De l'autre côté se tenait un homme, de dos, regardant par une fenêtre. Lorsqu'il se retourna, Anaïs vit son visage, celui de l'homme qu'il avait observé à la rivière aujourd'hui. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, le nom sur ses lèvres. Delaunay, Étienne. Delaunay contemplait Paris depuis les baies vitrées de son bureau au dernier étage de la tour qui portait son nom. À 50 ans, il dominait un empire que beaucoup enviaient. Pourtant, à cette heure où la ville s'illuminait progressivement, il ne voyait que le reflet d'un homme aux tempes grisonnantes, au regard éteint. « Monsieur Delaunay, votre avocat est arrivé », annonça sa secrétaire par l'interphone. « Faites-le entrer, Mathilde. » Luc Fournier apparut, impeccable dans son costume sur mesure. À 40 ans, il était bien plus qu'un simple conseiller juridique. Il était le seul que Delaunay pouvait encore qualifier d'ami. « Comment s'est passée la visite à Saint-Aubin ?» demanda Luc en prenant place face à lui. Étienne se détourna de la fenêtre, son visage figé dans une expression indéchiffrable. « J'ai vu une fille. » Le silence qui suivit était éloquent. Depuis 20 ans, Luc connaissait ces moments où Étienne croyait apercevoir sa fille disparue dans une inconnue. À chaque fois, la déception n'en était que plus cruelle. « Étienne » commença-t-il avec précaution. Elle portait le pendentif, coupa Delaunay, sa voix trahissant une émotion qu'il tentait de maîtriser. L'ange que j'avais fait concevoir pour Léa, celui avec ses initiales gravées au dos. Luc se redressa, soudain attentif. « Tu en es certain ? Je l'ai conçu moi-même. » Pièce unique, impossible de se tromper. Étienne ouvrit un tiroir et en sortit une photo encadrée. Une petite fille aux boucles blondes, souriante, un pendentif en forme d'ange brillant à son cou. Elle doit avoir 25 ans maintenant. Le souvenir de cette nuit pluvieuse, 20 ans plus tôt. S'imposa à lui, l'alarme qui retentit à 3 heures du matin, les gardes assommés, la chambre de Léa, vide, le corps de la gouvernante, gisant sur le sol, et cette note, épinglée sur l'oreiller. Elle paiera pour ce que tu as fait. La police n'avait jamais identifié le ravisseur. Pas de demande de rançon. Rien, comme si Léa s'était évaporée dans la nuit orageuse. « Tu as fermé la filature ?» demanda Luc, interrompant ses pensées. « Oui, et j'ai fait annoncer que je recrute du personnel pour la maison. » Luc hocha la tête, comprenant la stratégie. « Tu penses qu'elle postulera ? Je l'espère, son aînée, sa grand-mère probablement, semblait dans un état de santé précaire. L'argent sera un bon appât.
Et si c'est vraiment elle, tu comptes lui dire. Étienne serra les poings. Pas tout de suite, je veux d'abord être sûr. Un test ADN, discrètement. Un carillon résonna dans l'appartement. Étienne consulta sa montre. 20 heures. Comme chaque soir depuis 20 ans, il se leva et se dirigea vers le salon de musique. Luc le suivit en silence, conscient du rituel immuable. La pièce, décorée dans des tons pastels, semblait figée dans le temps. Des jouets, soigneusement rangés, attendaient vainement le retour de leur propriétaire. Étienne s'assit au piano et commença à jouer une berceuse, celle qu'Isabelle chantait à Léa chaque soir. Isabelle, son visage s'imposa à lui, non pas radieux comme au début de leur mariage, mais émacié, consumé par la dépression qui l'avait rongé après la disparition de Léa. Elle avait tenu 5 ans, s'accrochant à l'espoir de retrouver leur fille. Puis un matin, il l'avait trouvée dans leur lit, froide, un flacon de somnifère vide sur la table de nuit, et la photo de Léa serrée contre son cœur. Les médecins avaient parlé d'une défaillance cardiaque aggravée par les médicaments. Étienne n'y avait jamais vraiment cru. Isabelle était morte de chagrin, tout simplement. La fille ressemble-t-elle à Isabelle ? Demanda doucement Luc lorsque la dernière note s'éteignit. Physiquement, difficile à dire, mais quand elle a relevé la tête, Étienne hésita. C'était son regard, et cette façon de tenir ses épaules. J'ai eu l'impression de voir Isabelle à 20 ans. Luc sortit son carnet. Comment s'appelle-t-elle ? Anaïs Morel. Elle vit avec une certaine Odette Martin. Veuve, sans enfant connu, s'est installée à Saint-Aubin il y a environ 20 ans, juste après la disparition de Léa, nota Luc. Coïncidence troublante. Vérifie tout ce que tu peux sur elle. Acte de naissance, dossier médical, scolarité. Je veux savoir si cette Anaïs est apparue de nulle part. Luc griffonna quelques notes. Et ce pendentif, tu es absolument certain que c'est le même. Étienne acquiesça lentement. Il contenait quelque chose que personne ne savait, un compartiment secret où j'avais glissé une photo miniature de Léa bébé, si c'est bien lui. La nuit fut courte pour Étienne, comme souvent. Il errait dans sa demeure silencieuse. Traversant des pièces luxueuses où personne ne vivait vraiment, la maison de Neuilly-sur-Seine, avec ses 12 chambres, ses jardins impeccables et son personnel discret, ressemblait davantage à un musée qu'à un foyer. Au petit matin, Luc l'appela. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-il sans préambule. L'acte de naissance d'Anaïs Morel présente des irrégularités, déclaré à l'état civil de Saint-Aubin 5 ans après sa naissance supposée, raison invoquée, perte des documents originaux dans un incendie, pratique, n'est-ce pas ? Étienne sentit son cœur s'accélérer. Ses parents, décédés dans un accident de voiture. Aucun document officiel ne corrobore cette version. Pas de rapport de police, pas de certificat de décès. Et la vieille, Odette Martin, 75 ans, a travaillé comme gouvernante à Paris avant de s'installer à Saint-Aubin. Aucune trace d'emploi officiel depuis. Gouvernante, murmura Étienne, une pensée prenant forme dans son esprit. Peux-tu vérifier si elle a travaillé dans le quartier, près de chez nous ? Je m'en occupe. Oh, et j'ai une autre nouvelle. 5 filles de Saint-Aubin ont déjà postulé pour les emplois à la maison, dont Anaïs Morel. Un sourire froid se dessina sur les lèvres d'Étienne. Parfait. Organise les entretiens pour la semaine prochaine. Je veux la rencontrer. Officiellement. Il raccrocha et s'approcha de la fenêtre. Le soleil se levait sur Paris, projetant une lumière dorée sur les toits haussmanniens. Pour la première fois depuis 2 décennies, il ressentait autre chose que cette froide détermination qui l'avait maintenu en vie. De l'espoir. Dans son bureau, il sortit d'un coffre-fort, un dossier volumineux, 20 ans d'enquête privée, de fausses pistes, de déceptions. Sur son bureau trônait la dernière photo de Léa, prise le jour de sa disparition. Elle souriait à l'objectif, ses yeux bleus pétillants de malice, ignorant que sa vie était sur le point de basculer. « Je te retrouverai », murmura-t-il à l'image. Quoi qu'il m'en coûte. Son téléphone vibra. Un message de Luc. Confirmation, Odette Martin a travaillé comme gouvernante dans la maison voisine de la vôtre jusqu'en 2004. Elle a démissionné brutalement 3 jours après la disparition de Léa. Étienne sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ce n'était plus une simple intuition. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il se rendit dans la chambre de Léa, préservée comme un sanctuaire. Sur la commode, une photo d'Isabelle tenait dans ses bras leur fille nouveau-née.
À son cou brillait le pendentif en forme d'ange qu'il lui avait offert après la naissance de leur enfant. « Pour te protéger, toi et notre trésor », lui avait-il dit en attachant le bijou. Quelle amère ironie! Ni l'ange, ni lui n'avaient su protéger sa famille. Mais peut-être n'était-il pas trop tard pour la retrouver. Le jour de l'entretien, Anaïs se leva bien avant l'aube. Elle avait passé la nuit à recoudre sa seule robe décente. Un modèle bleu marine, dont l'ourlet s'effilochait, ses cheveux blonds, habituellement noués en chignon pratique, tombaient en vagues douces sur ses épaules. Un peu de l'unique rouge à lèvres qu'elle possédait, un cadeau de Jeanne pour son dernier anniversaire, complétait sa préparation. « Tu vas lui donner une crise cardiaque à ta vieille grand-mère. »« À te faire si belle !» grommela Odette en la voyant descendre, mais sous le ton bourru, Anaïs percevait une inquiétude réelle. Depuis l'annonce des embauches chez les Delaunay, Odette dormait mal. Anaïs l'entendait parfois marmonner dans son sommeil, des mots incompréhensibles entrecoupés de non et de jamais. « Je vais juste travailler comme femme de chambre, mamie, pas épouser le prince de Monaco », plaisanta Anaïs en embrassant la joue parcheminée. « J'aimerais mieux ça, tiens », marmonna la vieille femme. Anaïs s'apprêtait à répliquer quand une quinte de toux secoua violemment Odette, une toux profonde. Rauque, qui la laissa haletante, une main pressée contre sa poitrine. « Tu as pris tes médicaments ?» demanda Anaïs en lui tendant un verre d'eau. Odette hocha la tête, incapable de parler. Son teint avait viré au gris. Anaïs sentit la peur lui nouer l'estomac. Le docteur Renaud avait été formel. Sans opération, le cœur d'Odette ne tiendrait plus longtemps. « C'est pour ça que j'ai besoin de ce travail, » dit doucement Anaïs en s'agenouillant près d'elle. « Pour te soigner. Pas chez eux, » murmura Odette. « N'importe où, mais pas chez les Delaunay. Pourquoi, tu les connais ?» Un éclair de panique traversa les yeux de la vieille femme. « Non, bien sûr que non. Comment connaîtrais-je des gens comme ça? C'est juste, j'ai entendu des choses, des rumeurs. » « Quelles rumeurs? Qu'ils sont durs avec leur personnel, exigeants. » Odette détourna le regard. « Tu mérites mieux. Ce qui mérite mieux, c'est ton cœur, » répliqua fermement Anaïs. « Et ce travail paie 3 fois plus que la filature. » La vieille horloge sonna 8 heures. Anaïs sursauta. « Je dois y aller. Le bus part dans 10 minutes. » Elle embrassa rapidement sa grand-mère et sortit en courant, son vieux sac en bandoulière battant contre sa hanche. L'arrêt de bus n'était qu'à quelques centaines de mètres, mais la route montait, et Anaïs arriva essoufflée, juste au moment où le véhicule s'arrêtait. 4 autres filles du village étaient déjà assises, toutes vêtues de leurs plus beaux atours. Jeanne lui fit un signe enthousiaste. « Tu es superbe !» s'exclama-t-elle, quand Anaïs s'assit à côté d'elle. « J'ai entendu dire que Monsieur Delaunay lui-même va conduire les entretiens, tu imagines, l'homme le plus riche de Paris ?» Anaïs sourit poliment, mais son esprit était ailleurs. Le pendentif contre sa peau semblait plus lourd aujourd'hui, comme s'il voulait lui rappeler sa présence. Par précaution, elle vérifia qu'il était bien caché sous son col. Le trajet jusqu'à Neuilly-sur-Seine prit près de 2 heures. Le contraste entre Saint-Aubin et les quartiers huppés de la banlieue parisienne était saisissant. Des villas majestueuses se succédaient derrière de hautes grilles, entourées de jardins impeccables, où travaillaient des jardiniers en uniforme. « C'est là », souffla Jeanne en indiquant une propriété particulièrement imposante. Le bus s'arrêta devant un portail en fer forgé. Un homme en costume les attendait, visiblement l'intendant de la maison. Il vérifia leur nom sur une liste avant d'ouvrir le portail. « Mesdemoiselles, veuillez me suivre. » L'allée gravillonnée menait à une demeure de 3 étages aux proportions harmonieuses. Des parterres de roses parfaitement entretenus encadraient la façade de pierre blonde. Anaïs sentit son cœur s'accélérer. L'endroit lui semblait étrangement familier, comme dans un rêve dont on ne se souvient qu'à moitié. L'intérieur était plus impressionnant encore. Un hall d'entrée au sol de marbre. Un escalier monumental, des tableaux de maîtres au mur. Mais ce qui frappa Anaïs fut l'étrange sensation de déjà-vu qui s'intensifiait à chaque pas. « Les entretiens se dérouleront individuellement dans le petit salon », annonça l'intendant. « Mademoiselle Renard, vous êtes la première. » Jeanne se leva. Nerveuse mais excitée, les autres attendirent à leur tour dans un silence respectueux. Quand vint son tour, Anaïs sentit la nervosité l'envahir. Elle suivit l'intendant le long d'un couloir qui lui parut soudain, familier, comme dans son rêve récurrent. Le petit salon était décoré avec goût dans des tons crème et or. Près de la fenêtre, un homme se tenait debout,
Contemplant le jardin, grand, élégant malgré les épaules légèrement voûtées, il se retourna à son entrée. C'était l'homme de la rivière, l'homme de son rêve. « Mademoiselle Morel, dit-il d'une voix grave, prenez place, je vous prie. » Étienne Delaunay l'observait avec une intensité déstabilisante. Ses yeux, d'un bleu acier, semblaient en vouloir percer son âme. Anaïs s'assit, les mains crispées sur son sac. « Vous avez postulé comme femme de chambre, je crois. »« Oui, monsieur. »« Avez-vous de l'expérience ?»« J'ai travaillé comme lavandière à Saint-Aubin. Je m'occupe aussi de ma grand-mère depuis mon enfance. » Il hocha la tête, comme si cette information était d'une importance capitale. « Votre grand-mère, Odette Martin, c'est bien ça. »« Oui, monsieur. Elle est malade. Son cœur. » Anaïs s'interrompit, consciente de s'écarter du sujet. Un homme plus jeune entra discrètement dans la pièce. Il portait un costume sobre et des lunettes élégantes. « Ah, Luc, dit Delaunay sans quitter Anaïs des yeux. Voici mademoiselle Morel, dont je t'ai parlé. » L'homme nommé Luc l'examina attentivement, hocha la tête, puis alla s'asseoir à l'écart, un carnet à la main. « Parlez-moi de vos parents, » demanda soudain Delaunay. Anaïs tressaillit, surprise par cette question personnelle. « Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans. Je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je suis désolé, dit-il doucement. Mais quelque chose dans son regard contredisait ses paroles. Ce n'était pas de la compassion, mais une sorte de triomphe. L'entretien se poursuivit. Mécanique, Anaïs répondait aux questions comme un automate, perturbée par l'impression grandissante que cet homme la connaissait mieux qu'il ne l'admettait. « Jouez-vous d'un instrument ?» demanda-t-il brusquement. « Non, je n'ai jamais appris. Mais vous aimez la musique ? » ?»« Oui, surtout le piano. » répondit-elle avant de réaliser qu'elle n'avait jamais touché un piano de sa vie. Delaunay échangea un regard avec son compagnon, un regard lourd de sens. « Bien, » conclut-il en se levant, « je pense que nous avons terminé, mademoiselle Morel. Une dernière question. Seriez-vous disponible pour commencer dès lundi prochain ?» Anaïs cligna des yeux. « Surprise ? Vous m'engagez, à moins que vous n'ayez changé d'avis ? Non, je veux dire, oui, je suis disponible. Parfait. » Il lui tendit une enveloppe. « Voici une avance sur votre premier mois. L'intendant vous expliquera les détails pratiques. » Anaïs prit l'enveloppe, abasourdie. Elle ne savait pas exactement ce qui venait de se passer. Mais elle avait le sentiment troublant d'avoir participé à une pièce de théâtre dont elle ignorait le script. « Merci, monsieur Delaunay, » dit-elle en se levant, alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Son pendentif glissa de son chemisier. Un rayon de soleil le fit briller. Anaïs le rattrapa vivement. Mais trop tard. Elle avait vu le regard de Delaunay s'y attarder, et une émotion indéchiffrable traversait son visage. Dans le couloir, elle croisa un miroir et s'y arrêta. Troublée, pendant un instant, elle crut voir non pas son reflet, mais celui d'une autre femme, plus âgée, plus élégante, qui la regardait avec des yeux tristes. Elle cligna des paupières, et l'image disparut. Ce qu'elle ne vit pas, c'est la silhouette d'un homme qui l'observait depuis l'ombre, au fond du couloir. Un homme au visage marqué par la haine et la rancœur. Un homme qui venait d'apprendre par ses informateurs qu'Étienne Delaunay recrutait à Saint-Aubin-sur-Mer. Un homme nommé Henri Vidal, le premier jour d'Anaïs à la maison Delaunay, commença à l'aube, vêtue de l'uniforme gris et blanc fourni par l'intendant. Elle suivait Madame Leroy, la gouvernante, à travers le dédale de couloirs et d'escaliers. « Vous vous occuperez principalement de l'aile est », expliquait la femme sévère aux cheveux tirés en chignon. « Celle de monsieur Delaunay. Il est très méticuleux sur la propreté, mais déteste qu'on déplace ses affaires. Notez bien la position de chaque objet avant de le nettoyer. » Anaïs acquiesçait mécaniquement, mais son attention était ailleurs. Chaque pas dans cette maison éveillait en elle des sensations étranges. Ce couloir aux boiseries sculptées, elle aurait juré l'avoir déjà parcouru. Cette odeur de cire d'abeille et de roses séchées, elle la connaissait. « Mademoiselle Morel, m'écoutez-vous » La voix sèche de Madame Leroy la ramena à la réalité. « Oui, madame, pardon. » Je disais que cette pièce est strictement interdite. Elle désignait une porte blanche ornée de motifs floraux délicats. Monsieur y garde ses souvenirs personnels. Anaïs hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur la porte. Son cœur battait étrangement vite. Plus tard,
Alors qu'elle époussetait la bibliothèque du bureau d'Étienne, elle remarqua une photographie encadrée posée sur une étagère. Une femme élégante aux cheveux blonds, tenant un bébé dans ses bras. Sans réfléchir, Anaïs tendit la main pour la toucher. La femme avait quelque chose de familier, et à son cou brillait « Ce pendentif vous intrigue, n'est-ce pas ?» Anaïs sursauta. Étienne Delaunay se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant avec cette intensité troublante qui semblait le caractériser. « Pardon, monsieur, je ne voulais pas être indiscrète. » Elle reposa précipitamment le cadre. « Ce n'est pas de l'indiscrétion, mais de la curiosité, un trait que j'apprécie. » Il s'approcha et prit la photo. « Ma femme, Isabelle, et notre fille, Léa. »« Elle est très belle, » murmura Anaïs. Elle l'était. « Oui, Isabelle est décédée il y a 15 ans. Je suis désolée. » Une pause. « Et votre fille ?» Une ombre passa sur le visage d'Étienne. « Disparue, enlevée quand elle avait 5 ans. Nous ne l'avons jamais retrouvée. » Anaïs sentit un frisson parcourir son échine. 5 ans, l'âge qu'elle avait quand ses parents étaient morts. Une coïncidence troublante. « Je vais continuer mon travail, » dit-elle, soudain mal à l'aise sous le regard scrutateur d'Étienne. « Bien sûr. » Il reposa le cadre. « Au fait, j'ai remarqué que vous portiez un pendentif. Puis-je le voir ?» La demande, formulée avec une apparente désinvolture, fit bondir le cœur d'Anaïs. Instinctivement, sa main se posa sur sa poitrine, là où l'ange reposait, caché sous son uniforme. « Ce n'est rien de spécial, » mentit-elle. « Un simple bijou de famille. » Justement, les bijoux de famille ont souvent des histoires fascinantes. Anaïs hésita. « Ma grand-mère m'a demandé de ne jamais le montrer. »« C'est superstitieux, je suppose. » Étienne la considéra un instant, puis hocha la tête. « Je respecte les superstitions familiales, mademoiselle Morel. Pardonnez ma curiosité. » Il quitta la pièce, laissant Anaïs troublée. Pourquoi cet intérêt pour son pendentif, et pourquoi avait-elle menti sur les raisons de le garder caché? Le soir, en rentrant à Saint-Aubin, Anaïs trouva Odette assise devant la cheminée éteinte. Le regard fixe. « Mamie, tout va bien. » La vieille femme sursauta. « Tu m'as fait peur. Comment s'est passée cette première journée? » « Bien. La maison est immense. » Anaïs s'assit face à elle. « Mamie, j'ai vu une photo. Madame Delaunay portait un pendentif comme le mien. » Le visage d'Odette se décomposa. « Qu'est-ce que tu racontes? Un ange en or, exactement comme le mien. » Anaïs sortit le bijou de sous son chemisier. « Tu m'as toujours dit qu'il venait de ma mère, mais... » « Et c'est la vérité, » coupa vivement Odette. « Ta mère le portait toujours. Alors comment expliques-tu qu'Isabelle Delaunay en est un identique? Des coïncidences, ça existe. » Odette se leva brusquement, vacillant sur ses jambes fragiles. « Tu ne devrais pas travailler là-bas, ces gens. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Que veux-tu dire? Rien. Oublie ça. » La vieille femme se dirigea vers l'escalier. « Je suis fatiguée. Une mauvaise journée pour mon cœur. »« Attends, mamie. » Anaïs la rattrapa. « Il y a autre chose. Leur fille a disparu quand elle avait 5 ans. L'âge que j'avais quand mes parents sont morts. N'est-ce pas étrange? »« Une coïncidence, » répéta Odette. Mais sa voix tremblait. « Il y a des milliers d'enfants qui perdent leurs parents à 5 ans. » Elle monta se coucher, laissant Anaïs plus perplexe que jamais. Dans les jours qui suivirent, Anaïs observa Étienne Delaunay à la dérobée. Il la regardait souvent, quand il pensait qu'elle ne s'en apercevait pas. Et il posait des questions, apparemment anodines, sur son enfance, ses goûts, ses habitudes. Un matin, alors qu'elle nettoyait un salon rarement utilisé, elle tomba sur un piano à queue, sans réfléchir. Elle s'assit sur le tabouret et effleura les touches, ses doigts, comme dotée d'une mémoire propre. Commencèrent à jouer une mélodie qu'elle n'avait jamais apprise. La berceuse de Brahms, dit une voix derrière elle. Anaïs se retourna, mortifiée. Étienne se tenait dans l'embrasure de la porte, une expression indéchiffrable sur le visage. « Pardon, monsieur, je ne voulais pas. Vous jouez admirablement pour quelqu'un qui n'a jamais appris, » l'interrompit-il doucement. « J'ai dû l'entendre quelque part. Sans doute. » Il s'approcha. C'était la berceuse préférée de ma femme. Elle la jouait chaque soir pour endormir Léa. Anaïs sentit sa gorge se nouer. Comment pouvait-elle connaître cette mélodie? Comment ses doigts savaient-ils où se poser sur les touches? « Seriez-vous allergique aux fraises, par hasard ?» demanda soudainement Étienne.
La question, si incongrue, prit Anaïs au dépourvu. « Oui, en fait, comment le savez-vous ? Une intuition ?» Il sourit légèrement. « Vous inclinez la tête exactement comme Isabelle quand vous écoutez de la musique. » Une sensation de vertige saisit Anaïs. Qu'essayait-il d'insinuer ? Cette nuit-là, le rêve du couloir revint, plus vivace que jamais. Mais cette fois, quand elle ouvrit la porte, elle vit une petite fille jouant du piano. L'enfant se retourna, révélant un visage qui était le sien, plus jeune. À son cou brillait le pendentif en forme d'ange. Anaïs se réveilla en sursaut, le cœur battant. Pour la première fois, elle se demanda si ses rêves n'étaient pas de simples créations de son imagination, mais des fragments de souvenirs refoulés. Pendant ce temps, à La Rochelle, un homme aux traits marqués par la rancœur recevait un appel. « Elle s'appelle Anaïs Morel », disait la voix au téléphone. Elle travaille chez Delaunay depuis 1 semaine. Elle porte le pendentif. Henri Vidal serra le combiné. La vieille est avec elle, toujours à Saint-Aubin, apparemment malade du cœur. « Bien, surveille-les, ne fais rien pour l'instant. » Il raccrocha et contempla la mer déchaînée par la fenêtre de son modeste appartement. 20 ans qu'il attendait ce moment. 20 ans à ruminer sa vengeance contre l'homme qui l'avait humilié, qui avait détruit sa carrière pour quelques euros détournés. « Tu croyais que c'était fini, Delaunay ?» murmura-t-il. Mais le jeu ne fait que commencer. À Paris, Luc Fournier déposait sur le bureau d'Étienne un dossier médical obtenu discrètement. Allergie aux fraises, développement précoce du sens musical, même groupe sanguin rare que Léa, énuméra-t-il. Et ceci, il sortit une radiographie, une fracture de la clavicule gauche, parfaitement ressoudée, exactement comme celle que Léa s'était faite en tombant de sa balançoire à 4 ans. Étienne contempla les documents. L'émotion rendant sa voix rauque. « C'est elle, Luc, je le sens, je le sais. Il faut encore confirmer par un test ADN, » tempéra l'avocat. « Et ensuite, tu comptes lui dire ?» Étienne fixa le portrait d'Isabelle sur son bureau. « Pas encore. Je veux d'abord comprendre comment elle s'est retrouvée à Saint-Aubin et pourquoi. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que les fils du destin s'entrecroisaient déjà, tissant une toile complexe qui les ramènerait tous, inexorablement, à cette nuit d'orage 20 ans plus tôt, et aux terribles événements qui s'y étaient déroulés. 1 mois s'était écoulé depuis qu'Anaïs avait commencé à travailler chez les Delaunay. Chaque jour, elle découvrait de nouveaux recoins de la demeure, et chaque jour, l'étrange sensation de familiarité s'intensifiait. Ce matin-là, elle nettoyait la bibliothèque quand Luc Fournier y entra, un dossier sous le bras. « Bonjour, mademoiselle Morel », la salua-t-il poliment. « Étienne n'est pas là. Monsieur Delaunay est en appel dans son bureau », répondit Anaïs en descendant de l'escabeau. « Il a demandé à ne pas être dérangé. » Luc hocha la tête, hésitant visiblement entre partir ou attendre. Il opta pour la seconde option, s'installant dans un fauteuil près de la fenêtre. « Vous vous plaisez ici ?» demanda-t-il en l'observant replacer les livres. « Oui, c'est différent de ce que j'imaginais. » « Comment ça ?» Anaïs chercha ses mots. « Je m'attendais à plus de froideur. Monsieur Delaunay a la réputation d'être distant, mais il se montre attentionné. Il laisse avec les personnes qui comptent pour lui, » répondit Luc avec un sourire énigmatique. Un silence s'installa, pendant lequel Anaïs sentait le regard de l'avocat peser sur elle. Mal à l'aise, elle décida de changer de sujet. « Vous connaissez monsieur Delaunay depuis longtemps ? Plus de 20 ans ? J'étais jeune avocat quand il m'a engagé. J'ai été là, pour tout, même quand sa fille a disparu. » La question avait jailli spontanément. Luc la considéra un moment avant de répondre. « Oui, c'était une nuit terrible. Isabelle n'a jamais été la même après ça, et Étienne non plus. Comment était-elle, Léa ? Vive, intelligente ? Elle jouait du piano comme un prodige, alors qu'elle avait à peine 5 ans. » Il sourit à ce souvenir. « Et terriblement allergique aux fraises, comme vous, paraît-il. » Anaïs sentit un frisson parcourir son échine. Cette conversation prenait une tournure inquiétante. « Est-ce que monsieur Delaunay vous a parlé de moi ? » « Nous parlons de tous les employés, » répondit Luc, évasif. « Mais puisque nous abordons le sujet, » il ouvrit son dossier et en sortit une photographie. « Reconnaissez-vous cette femme ? » C'était une version agrandie de la photo qu'Anaïs avait vue dans le bureau d'Étienne. Isabelle Delaunay, rayonnante, avec son bébé dans les bras et autour de son cou, visible désormais dans ses moindres détails, le pendentif en forme d'ange.
identique au sien. « Je dois finir mon travail », balbutia Anaïs en reculant. « Attendez !» Luc sortit une autre photo. « Et ceci, le reconnaissez-vous » Cette fois, c'était une image en gros plan du pendentif. On distinguait clairement les initiales LD, gravées au dos, les mêmes que sur le sien. Un bruit sourd attira leur attention. Étienne se tenait dans l'embrasure de la porte, blême. « Luc, que fais-tu » Sa voix était glaciale. « Elle a le droit de savoir, Étienne. »« Pas comme ça. » Il se tourna vers Anaïs, dont le monde semblait soudain vaciller. « Mademoiselle Morel, vous pouvez disposer, je vous verrai plus tard. » Anaïs s'enfuit presque. Les jambes tremblantes, dans le couloir, elle croisa la porte blanche aux motifs floraux, la pièce interdite, poussée par une impulsion irrésistible. Elle jeta un regard autour d'elle. Personne, avec des gestes fébriles, elle sortit le trousseau de clés qu'elle utilisait pour son travail, en essaya plusieurs dans la serrure. La troisième tourna, la pièce qui s'offrit à ses yeux la figea sur place. Une chambre d'enfant, préservée comme un sanctuaire, un lit à baldaquin rose, des poupées soigneusement alignées, des livres d'histoire, un petit piano, et sur les murs, des photos d'une petite fille blonde au sourire espiègle, Léa. Au centre de la pièce trônait un portrait grandeur nature d'Isabelle, et Léa Delaunay, la mère et la fille portèrent le même pendentif. D'une main tremblante, Anaïs sortit le sien et le compara à l'image, identique, jusqu'à la plus infime ciselure. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible », le cœur battant à tout rompre. Elle inspecta le bijou, remarquant pour la première fois la fine rainure qui semblait en faire le tour. Ses doigts appuyèrent, tournèrent, et le pendentif s'ouvrit. À l'intérieur, minuscule mais parfaitement conservé, une photo d'un bébé, un bébé aux yeux bleus et aux boucles blondes, identique à celui des portraits sur les murs. Anaïs recula, horrifiée. Le monde tanguait autour d'elle. Elle heurta une commode, faisant tomber un cadre qui se brisa au sol. Le bruit sembla résonner dans toute la maison. Des pas précipités dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement sur Étienne, essoufflé, suivi de Luc, leur expression en la voyant au milieu de la pièce. Tenant le pendentif ouvert, disait tout. « Qui suis-je » articula Anaïs d'une voix blanche. « Dites-moi la vérité. » Étienne s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal effarouché. « Je crois que vous êtes ma fille, Léa. » 2 heures plus tard, Anaïs était assise dans le bureau d'Étienne, une tasse de thé intacte devant elle. Son esprit bourdonnait, tentant d'assimiler les révélations de Luc et d'Étienne, le test ADN confirmant qu'elle était bien Léa Delaunay, les similitudes physiques avec Isabelle qu'elle n'avait jamais remarquées, la fracture de clavicule dont elle ne se souvenait pas, les coïncidences trop nombreuses pour être fortuites. Mais mes parents, l'accident, sa voix n'était qu'un murmure, une histoire inventée, je le crains, répondit doucement Luc. Nous n'avons trouvé aucune trace officielle de cet accident. Alors Odette, elle m'aurait menti toute ma vie. Étienne et Luc échangèrent un regard. Nous pensons qu'Odette était impliquée dans votre enlèvement, dit finalement Étienne. Elle travaillait comme gouvernante dans la maison voisine à l'époque, et elle a quitté son emploi 3 jours après votre disparition. Anaïs secoua la tête, incrédule. Non, c'est impossible. Odette m'aime, elle m'a élevée, soignée, protégée. Je ne doute pas qu'elle vous aime, intervint Luc. Mais les faits sont là. Anaïs se leva brusquement. Je dois lui parler maintenant. Je vous accompagne, déclara Étienne. Mais laissez-moi appeler mon chauffeur. Le trajet jusqu'à Saint-Aubin se déroula dans un silence tendu. Anaïs regardait défiler le paysage, l'esprit en ébullition. Qui était-elle vraiment? Anaïs Morel ou Léa Delaunay? Et comment ces 2 identités pouvaient-elles coexister en elle? Quand ils arrivèrent à la petite maison, Anaïs sentit son cœur se serrer. Ce foyer, qui avait été le sien pendant 20 ans, lui semblait soudain étranger, comme un décor de théâtre. « Mamie » appela-t-elle en entrant. Pas de réponse. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Ils trouvèrent Odette dans le salon, étendue sur le sol près de la cheminée, inanimée. « Appelez une ambulance !» cria Anaïs en s'agenouillant près de la vieille femme. Odette respirait encore, mais son pouls était faible, erratique. Un filet de bave coulait au coin de ses lèvres. Un AVC, diagnostiqua Étienne, qui avait déjà sorti son téléphone.
Restez calme. Les secours arrivent. À l'hôpital de Caen, les médecins confirmèrent. Odette avait subi un grave accident vasculaire cérébral. Son état était critique, mais stable. Elle est consciente, informa le médecin. Elle peut vous entendre, peut-être même vous répondre, mais ne vous attendez pas à de longues conversations. Anaïs entra seule dans la chambre. Odette semblait minuscule dans le lit d'hôpital, reliée à des machines qui bipaient doucement. La moitié de son visage était figée, l'autre conservait une mobilité réduite. « Mamie », murmura Anaïs en prenant sa main. « C'est moi ». Les yeux d'Odette s'ouvrirent péniblement. Elle tenta de parler, mais seuls des sons incohérents sortirent de sa bouche. « Ne te fatigue pas », dit doucement Anaïs. « Je sais tout, le pendentif. Je l'ai ouvert. » Une larme coula sur la joue ridée d'Odette. « Je ne suis pas Anaïs Morel, n'est-ce pas? Je suis Léa Delaunay. » La vieille femme ferma les yeux, comme si elle ne pouvait supporter la vérité exposée ainsi. « Pourquoi, mamie? Pourquoi m'avoir enlevée ?» Odette remua les lèvres, produisant un murmure à peine audible. Anaïs se pencha pour entendre. « Henri? Qui est Henri? Danger? Il revient. » La porte s'ouvrit doucement. Étienne et Luc entrèrent, accompagnés du médecin. « Nous avons prévenu la police », annonça Luc. « Ils veulent recueillir sa déposition dès que possible. » À ces mots, Odette s'anima soudain, ses yeux écarquillés par la panique. Elle tenta de se redresser, s'agrippant au bras d'Anaïs. « Non, Henri, il va !» Sa voix se brisa dans une quinte de toux. « Calmez-vous, madame », intervint le médecin. « Votre état est fragile. Je crois qu'elle veut nous dire quelque chose d'important, » insista Anaïs. « Qui est Henri, mamie, Odette ?» Rassemblant ses forces, articula péniblement. « Henri Vidal, chauffeur, Delaunay, il m'a forcé, la nounou, accident. » Étienne pâlit visiblement. « Henri Vidal, mon ancien chauffeur. » La vieille femme hocha faiblement la tête, puis ses yeux se fermèrent. Les machines s'emballèrent soudain, émettant des bips stridents. « Sortez, s'il vous plaît », ordonna le médecin, tandis que des infirmières accouraient, dans le couloir. Anaïs se tourna vers Étienne, le visage ravagé par l'émotion. « Qui est Henri Vidal ?» L'homme semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Mon chauffeur, à l'époque de ton enlèvement, il a disparu le même soir. La police a pensé qu'il était impliqué, mais sans preuve. » Luc intervint, le visage grave. « Si Odette était sa complice, et s'il est de retour, nous sommes tous en danger, » conclut Étienne d'une voix sombre. À cet instant, le téléphone d'Anaïs vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Le passé nous rattrape toujours, petit ange. Henri n'a pas oublié. » Et Étienne paiera. « Je ne laisserai personne te faire du mal, pas une seconde fois. » Les mots d'Étienne résonnaient dans l'esprit d'Anaïs, tandis qu'elle contemplait le plafond de sa nouvelle chambre, dans la maison de Launay, pas celle de l'enfant qu'elle avait été. Étienne avait compris qu'elle n'était pas prête pour ça, mais une suite élégante au ton crème et bleu. Située à l'autre bout du couloir, 3 jours s'étaient écoulés depuis les révélations. 3 jours qu'Odette, stabilisée mais toujours dans un état critique, n'avait pas repris connaissance. 3 jours qu'Anaïs oscillait entre 2 identités, incapable de réconcilier la lavandière de Saint-Aubin avec l'héritière de Launay. Un coup discret à la porte la tira de ses pensées. « Entrez !» Luc apparut, un dossier sous le bras. La police a retrouvé Henri Vidal. Anaïs se redressa brusquement. « Où ça ?»« Nulle part. Il est mort. » Il lui tendit une coupure de journal. « Accident de voiture en 2018 en Espagne. » « Mais alors, qui m'a envoyé ce message ? Nous ne savons pas. La police trace le numéro, mais... » Il hésita. Ce pourrait être quelqu'un qui se fait passer pour lui. Un complice, peut-être. Anaïs se leva et s'approcha de la fenêtre. Le jardin en contrebas était surveillé par des agents de sécurité engagés par Étienne dès leur retour de l'hôpital. « Je devrais être auprès d'Odette. Tu ne peux rien faire pour elle en ce moment, et ce serait dangereux. Vous ne comprenez pas. » Elle se tourna vers lui, le visage marqué par le conflit intérieur qui la déchirait. « Pendant 20 ans, elle a été ma seule famille. Elle m'a soignée quand j'étais malade, consolée quand j'avais peur. Comment puis-je simplement l'abandonner ? Personne ne te demande de l'abandonner, » dit doucement Luc. « Mais tu dois comprendre qu'elle a participé à ton enlèvement. Même si elle t'a aimé, elle t'a arraché à ta véritable famille. »« Ma véritable famille », répéta Anaïs avec amertume.
Un père que je connais à peine et une mère morte depuis 15 ans. Le regret traversa immédiatement son visage. Pardon, c'était cruel. C'était honnête, répondit Luc sans se formaliser. Personne ne s'attend à ce que tu considères immédiatement Étienne comme ton père. Ces choses prennent du temps. Un nouveau coup à la porte les interrompit. C'était Étienne, tenant un plateau avec du thé et des biscuits. Je pensais que tu aurais peut-être faim, dit-il en posant le plateau sur une table basse. Le geste, empreint d'une maladroite tendresse, toucha Anaïs malgré elle. Cet homme puissant, habituellement servi par tout un personnel, lui apportait personnellement une collation. Merci. Un silence inconfortable s'installa. Luc, sentant qu'ils avaient besoin d'intimité, s'excusa et sortit. « J'ai parlé au médecin d'Odette », annonça Étienne. « Son état est stable, mais elle reste dans le coma. » « Ils ne peuvent pas dire quand elle se réveillera. » Anaïs hocha la tête, reconnaissante pour cette information, malgré tout ce qu'elle savait désormais. Et la police, toujours à la recherche du propriétaire du téléphone. Mais ils ont interrogé les voisins d'Odette, apparemment. Un homme correspondant à la description de Henri Vidal a été vu rôdant près de la maison ces dernières semaines. Mais vous avez dit qu'il était mort. C'est ce que les documents officiels indiquent. Mais dans ce genre d'affaires, il soupira. Je ne fais confiance qu'à ce que je vois de mes propres yeux. Il s'approcha de la fenêtre, à côté d'elle, contemplant le jardin où 2 gardes effectuaient leur ronde. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tu es en sécurité ici. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, mais pour Odette. Si cet homme est vraiment de retour, elle est sous protection policière 24 heures sur 24. Le téléphone d'Étienne sonna. Il répondit brièvement, son visage s'assombrissant au fil de la conversation. « Je comprends. Nous arrivons. » Il se tourna vers Anaïs, l'expression grave. « Odette s'est réveillée. Elle demande à te voir. À l'hôpital, l'atmosphère était tendue. Un policier en uniforme montait la garde devant la chambre d'Odette. À l'intérieur, la vieille femme semblait avoir encore rapetissé. Son visage, à moitié paralysé, exprimait pourtant une émotion intense quand Anaïs entra. « Ma petite », sa voix était à peine audible. Anaïs s'assit près du lit et prit sa main décharnée. « Je suis là, mamie. Je dois te dire... » Chaque mot semblait lui coûter un effort considérable. « Pardonne-moi. Ne parle pas si c'est trop difficile. »« Non, tu dois savoir. » Elle déglutit péniblement. « Henri m'a forcé, il aimait. Ta mère, obsédée, mais elle l'a repoussé. » Étienne, qui se tenait en retrait, s'approcha. « Isabelle ne m'a jamais parlé de ça. Elle avait honte, » murmura Odette. Il la harcelait, puis s'est vengé sur Léa. « Vous étiez complice » accusa Étienne, la voix dure. « Non. » La force de ce cri sembla surprendre Odette elle-même. « J'étais sa maîtresse manipulée. Je devais juste faire le guet, mais... » Elle ferma les yeux, comme si les souvenirs étaient trop douloureux. La nounou a surpris Henri. Elle a lutté, il l'a poussé, sa tête, contre la commode. Anaïs porta une main à sa bouche. Il l'a tué. Odette acquiesça faiblement. Accident, paniqué, voulait partir. Avec toi, j'ai refusé. Nous avons lutté, je t'ai prise, fui, pour te protéger. De grosses larmes coulaient sur ses joues ridées. Je t'aimais, dès que je t'ai vue, comme ma propre petite fille. Je voulais te sauver de lui. Étienne semblait pétrifié. Et Isabelle, un éclair de panique traversa le regard d'Odette. Henri n'a jamais abandonné, il a... Soudain, elle s'interrompit, les yeux écarquillés, son regard fixé un point derrière eux. Anaïs se retourna. À la porte se tenait un homme âgé d'environ 70 ans, vêtu d'une blouse d'infirmier. Son visage était marqué par les ans et une cicatrice qui lui barrait la joue gauche. Mais quelque chose dans son regard glaça le sang d'Anaïs. « Bonjour, Odette, » dit-il d'une voix doucereuse. « Tu ne croyais tout de même pas que j'étais mort. » Tout se passa en un éclair. L'homme, Henri Vidal, sortit un objet de sa poche. Étienne se jeta devant Anaïs. Un bruit sourd. Le garde se précipita dans la chambre. L'homme s'enfuit dans le couloir. « Papa !» Le mot avait jailli spontanément des lèvres d'Anaïs. Étienne, touché à l'épaule, grimaçait de douleur mais restait debout. « Ce n'est rien. Une égratignure. » Le policier était déjà au téléphone, donnant l'alerte. Des bruits de course résonnaient dans le couloir. Anaïs se tourna vers Odette. La vieille femme fixait le plafond.
immobile, une expression de terreur figée sur son visage. « Mamie !» Mais Odette ne répondrait plus jamais. L'émotion avait été trop forte pour son cœur fragile. Les jours qui suivirent passèrent dans un brouillard de douleur pour Anaïs. L'enterrement d'Odette se déroula sous haute protection policière, dans le petit cimetière de Saint-Aubin, malgré les révélations. Malgré les mensonges, Anaïs pleurait sincèrement celle qu'il avait élevée avec amour, même si cet amour était né dans des circonstances tragiques. Étienne, le bras en écharpe, se tenait à ses côtés, silencieux et respectueux. Il n'avait pas cherché à la dissuader d'organiser ses funérailles. Comprenant que ce deuil était nécessaire, « Je ne sais plus qui je suis », confia Anaïs lors du trajet de retour. « Anaïs est morte avec Odette, mais je ne me sens pas comme Léa. Tu es les deux, » répondit doucement Étienne. « Et tu as le temps de découvrir qui tu veux être maintenant, à la maison de Launay. » Luc les attendait avec des nouvelles. Henri Vidal était toujours introuvable, mais la police avait identifié son réseau, ses cachettes potentielles. Il a vécu sous une fausse identité pendant des années, expliqua l'avocat. Claude Mercier, il travaillait comme gardien de nuit dans une usine de La Rochelle. La police a perquisitionné son appartement. Il tendit une photographie à Étienne. Ils ont trouvé ça. C'était une photo d'Isabelle, prise à son insu. Son visage était barré d'une croix rouge. Et ce n'est pas tout, continua Luc, hésitant. Il y avait un journal. Henri y consignait tout, y compris. Comment il a empoisonné Isabelle? Anaïs sentit ses jambes se dérober sous elle. Étienne la rattrapa, le visage dévasté. Empoisonné, de petites doses, régulièrement. Dans son thé, des substances indétectables qui affaiblissaient progressivement son cœur. Les médecins ont conclu à une défaillance cardiaque naturelle, aggravée par les somnifères. Mais c'était lui, depuis le début. Cette nuit-là, incapable de dormir, Anaïs sortit dans le jardin. Le ciel étoilé semblait indifférent au drame qui se jouait. Elle serra son pendentif, symbole de sa double identité, de son passé volé et de son présent incertain. Elle n'était plus Anaïs Morel. Pas encore Léa Delaunay. Dans cet entre-deux douloureux, une seule certitude s'imposait. Henri Vidal, l'homme qui avait détruit sa famille biologique et venait de lui arracher sa famille adoptive, devait être arrêté. Et pour cela, elle devait accepter pleinement qui elle était, avec toutes les facettes de son identité fracturée. Le soleil se levait sur Paris quand Anaïs, ou plutôt Léa, comme elle essayait désormais de s'appeler, prit place au piano du salon de musique. Ses doigts effleurèrent les touches, hésitant d'abord, puis avec une assurance grandissante, la mélodie, une sonate de Chopin, s'élevait dans la pièce silencieuse comme un fantôme du passé qui reprenait vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la mort d'Odette, 3 semaines durant lesquelles Léa avait commencé le douloureux processus de reconstruction de son identité. Les séances avec le DEUR, Moreau, psychologue spécialisé dans les traumatismes identitaires, l'aidaient à comprendre comment son cerveau d'enfant avait enfoui les souvenirs de sa vie d'avant, créant une dissociation pour se protéger. « C'est magnifique », dit une voix derrière elle. Léa sursauta légèrement. Étienne se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main. Son bras, libéré de l'écharpe, portait encore les traces de sa blessure. « Je ne voulais pas te déranger », s'excusa-t-il. « Tu ne me déranges pas, là, papa ?» Le mot restait difficile à prononcer, comme un vêtement neuf qui n'avait pas encore pris la forme de son corps. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le banc du piano. « Ta mère adorait Chopin. Elle jouait cette sonate quand elle était préoccupée. Je ne savais même pas que je connaissais cette mélodie. » Léa secoua la tête, encore étonnée par ces réminiscences qui surgissaient sans prévenir. « C'est comme si mes doigts se souvenaient de choses que mon esprit a oubliées. » Étienne hocha la tête. Le DEUR, Moreau dit que c'est normal. La mémoire musculaire, les sensations, les émotions, tout ça est stocké différemment des souvenirs conscients. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par quelques notes que Léa jouait distraitement. « J'ai une proposition à te faire », dit finalement Étienne. « Je pensais que tu pourrais m'accompagner au bureau aujourd'hui, voir l'entreprise. Après tout, c'est aussi ton héritage. » Léa se raidit imperceptiblement. Les discussions sur l'empire Delaunay et son futur rôle dans celui-ci la mettaient de mal à l'aise. Étienne semblait parfois oublier qu'elle n'avait pas été élevée pour diriger une multinationale. « Je ne sais rien des affaires », protesta-t-elle doucement. « Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit pour l'instant.
C'est juste une visite, une façon de te montrer cette partie de ma vie. » Il hésita. « De notre vie, peut-être, un jour, si tu le souhaites. » Elle apprécia qu'il lui laisse le choix, qu'il n'impose pas sa vision de leur avenir commun. Ces dernières semaines, ils avaient tous deux appris à naviguer dans leur relation nouvellement découverte, avec des hauts et des bas, des maladresses et des moments de connexion inattendus. « D'accord, » acquiesça-t-elle. « Laisse-moi juste le temps de me préparer. » 1 heure plus tard, vêtue d'une élégante robe que la styliste personnelle d'Étienne avait sélectionnée pour elle, Léa monta dans la Bentley qui les attendait, son nouveau garde du corps, Marc, un ancien des forces spéciales. Prit place à l'avant à côté du chauffeur, le siège de Delaunay Industries occupait un gratte-ciel ultra-moderne dans le quartier de la Défense. En entrant dans le hall imposant, Léa sentit les regards curieux des employés. La rumeur du retour de l'héritière disparue s'était répandue comme une traînée de poudre. Malgré les efforts d'Étienne pour maintenir l'affaire privée, « Mademoiselle Delaunay, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. » Une femme d'une 50aine d'années, au chignon impeccable et au tailleur parfaitement coupé, s'avança vers eux. Étienne fit les présentations. « Léa, voici Hélène Dumas. Ma directrice des opérations, elle est avec moi depuis presque aussi longtemps que Luc. » Les yeux d'Hélène s'humidifièrent légèrement. « La dernière fois que je vous ai vu, vous n'arriviez pas à la taille de votre père. Vous êtes le portrait craché de votre mère. » Cette remarque toucha Léa plus qu'elle ne l'aurait cru. Malgré les nombreuses photos qu'Étienne lui avait montrées, elle avait du mal à se sentir connectée à cette femme qu'avait été Isabelle Delaunay. La matinée passa en visite et présentation. Léa observait Étienne dans son élément, fascinée par cet aspect de lui qu'elle découvrait, le leader charismatique, respecté mais accessible, exigeant mais juste, si différent de l'homme mélancolique et obsessif qu'elle avait d'abord rencontré. Au déjeuner, ils furent rejoints par Luc dans le restaurant panoramique au sommet de la tour. L'avocat affichait un air préoccupé. « Du nouveau ?» demanda immédiatement Étienne. Luc jeta un regard hésitant vers Léa. « Tu peux parler devant elle » affirma Étienne. « Nous n'avons plus de secret. La police a perdu la trace de Vidal après l'incident à l'hôpital, mais ils viennent d'identifier un de ses complices, un certain Marcel Dubois. Il aurait aidé Henri à surveiller la maison d'Odette. » Léa sentit un frisson parcourir son échine. « A-t-il été arrêté ?»« Oui, ce matin, et il a commencé à parler. » Luc sortit son téléphone. Il a reçu ce message de Vidal hier soir. Le message était simple et glaçant. Le 21 juin, là où tout a commencé, la boucle sera bouclée. Le 21 juin, murmura Étienne, c'est dans 3 jours. Et c'est la date de l'enlèvement de Léa, compléta Luc. Quant à là où tout a commencé, la maison, conclut Étienne. Il va venir à la maison. La police sera prévenue, assura Luc. Nous renforcerons la sécurité. Il n'ira pas loin. Mais Léa n'écoutait plus. Une image venait de surgir dans son esprit. Une nuit d'orage. Une fenêtre ouverte. Un homme en noir qui se penchait sur son lit. Et la peur, viscérale, paralysante. Léa, la voix inquiète d'Étienne, la ramena au présent. « Tu es toute pâle. »« Je me souviens, » souffla-t-elle. « Je me souviens de cette nuit-là, de retour à la maison. » Léa passa des heures avec un dessinateur de la police, tentant de préciser ces bribes de souvenirs qui émergeaient, la disposition de sa chambre d'enfant, la tempête qui faisait rage dehors, le visage de sa nounou, Marianne, qui était venue vérifier qu'elle dormait, puis le bruit, l'homme, les cris étouffés. « Ça suffit pour aujourd'hui », décréta finalement Étienne, en voyant l'épuisement sur le visage de sa fille. « Tu as besoin de repos. » Mais cette nuit-là, le sommeil fuyait Léa, dans sa chambre plongée dans l'obscurité. Elle fixait le plafond, tourmentée par des questions sans réponse. Pourquoi Henri Vidal avait-il tant de haine pour sa famille? Qu'avait fait Étienne pour mériter une telle vengeance? Et comment un simple chauffeur avait-il pu orchestrer un plan aussi complexe pendant si longtemps? Un léger coup à sa porte interrompit ses réflexions. C'était Luc, l'air préoccupé. « Désolé de te déranger si tard, je peux entrer ?» Elle acquiesça, intriguée. Luc referma soigneusement la porte derrière lui. « J'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir. » Il lui tendit une vieille photographie. C'était dans les archives de l'entreprise. La photo montrait un groupe d'hommes en costume devant ce qui semblait être une usine. Au centre, un Étienne plus jeune serrait la main d'un homme élégant. « Je ne comprends pas », dit Léa en examinant l'image. « Regarde l'homme à l'extrême droite. » Léa plissa les yeux.
Un jeune homme en costume de chauffeur se tenait en retrait, les yeux fixés non pas sur l'objectif, mais sur quelqu'un hors champ. Malgré les années de différence, elle reconnut Henri Vidal. Cette photo a été prise lors de l'acquisition de l'usine de Clermont-Ferrand, expliqua Luc, peu avant ta naissance. Regarde la légende au dos. Léa retourna la photo, une liste de noms correspondant aux personnes présentes. Et là, dans un coin, à droite, H, Vidal, chauffeur, et I, Delaunay, épouse. Ma mère était là, souffla-t-elle. Luc hocha gravement la tête, et Vidal la regardait. Pas l'objectif. J'ai retrouvé d'autres photos, d'autres événements. C'est toujours pareil. Il l'observait, toujours. Une obsession, plus qu'une simple attirance, je pense. Luc hésita. Ton père refusera probablement que je te montre ça. Mais il y a autre chose. Dans le journal de Vidal, la police a trouvé des passages troublants. Il se considérait comme le véritable amour d'Isabelle. Il était convaincu qu'Étienne la rendait malheureuse. Léa sentit un froid l'envahir. Et moi dans tout ça, je crois, dit lentement Luc, qu'à ses yeux, tu n'étais pas seulement un moyen de faire souffrir Étienne. Tu étais le fruit d'une union qu'il détestait, une union qui aurait dû être la sienne. Cette révélation, aussi absurde fut-elle dans sa logique tordue, éclaira soudain la terrible obsession de cet homme. Ce n'était pas une simple histoire de vengeance professionnelle, c'était un délire amoureux devenu haine meurtrière. Pourquoi me dire tout ça maintenant ? Parce que, répondit gravement Luc, si nous voulons l'arrêter, nous devons comprendre ce qui le motive vraiment, et parce que tu as le droit de savoir toute la vérité sur ton passé, aussi difficile soit-elle. Léa lui fut reconnaissante de cette honnêteté, de la considérer comme une adulte capable d'affronter la réalité, et non comme une victime à protéger à tout prix. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle rêva non pas de couloirs inconnus ou de musique lointaine, mais d'Isabelle. Dans ce rêve, sa mère lui souriait, caressait son visage et lui murmurait des mots qu'elle ne pouvait entendre. À son réveil, des larmes séchées maculaient ses joues. Mais son cœur semblait plus léger. Peut-être était-ce le début de la guérison. Peut-être qu'accepter Léa ne signifiait pas nécessairement effacer Anaïs. Peut-être pouvait-elle honorer ses deux mères, celle qui lui avait donné la vie et celle qui l'avait élevée, en devenant pleinement elle-même. Dans 3 jours, Henri Vidal tenterait de terminer ce qu'il avait commencé 20 ans plus tôt. Mais cette fois, elle serait prête. Cette fois, elle ne serait plus une enfant terrifiée, mais une femme déterminée à protéger ce qui restait de sa famille. Le 21 juin, la maison de Delaunay ressemblait à une forteresse. Des agents de sécurité patrouillaient dans le jardin, d'autres surveillaient les écrans de contrôle dans une pièce transformée en centre d'opération. Des policiers en civil étaient postés aux alentours, prêts à intervenir. Assise dans le salon, Léa observait la pluie qui battait contre les fenêtres. Un orage s'annonçait, comme cette nuit-là, 20 ans plus tôt. La coïncidence était troublante. « Tu devrais te reposer », dit Étienne en lui tendant une tasse de thé. « Tu n'as presque pas dormi ces derniers jours. Comment pourrais-je dormir ?» Elle accepta néanmoins la tasse. « Il va venir, n'est-ce pas ? Probablement. Mais il n'ira pas loin. Je te le promets. » Léa n'était pas convaincue. Quelque chose dans cette situation lui semblait trop évident. Henri Vidal avait réussi à rester dans l'ombre pendant 2 décennies. Il avait orchestré l'enlèvement d'une enfant, le meurtre d'une gouvernante, l'empoisonnement lent d'Isabelle. Un homme aussi méticuleux n'annoncerait pas ses intentions à l'avance, à moins que... Et si c'était un piège, dit-elle soudain. S'il voulait que toute l'attention soit fixée ici, pendant qu'il agit ailleurs. Étienne échangea un regard inquiet avec Luc, qui venait d'entrer. « Nous avons pensé à cette possibilité, » répondit l'avocat. « C'est pourquoi la police surveille aussi Saint-Aubin, la tombe d'Odette, même ton ancien lieu de travail à la filature, et le petit cabanon près de la rivière, » demanda Léa. « Celui où je rangeais parfois mes affaires de lavandière. » Un silence. Étienne et Luc se regardèrent à nouveau. « Je ne pense pas que ce lieu soit sous surveillance, » admit Luc. « Mais pourquoi irait-il là-bas » Léa ne répondit pas immédiatement. Son esprit assemblait des fragments de souvenirs. La rivière, le cabanon, un visage flou qu'elle avait aperçu plusieurs fois, croyant voir un pêcheur ou un promeneur. « Il m'observait depuis longtemps, » murmura-t-elle. « Bien avant que je ne vienne travailler ici. Je l'ai vu près de la rivière. Je pensais que c'était un habitué des lieux. » Elle se leva brusquement.
Je dois vérifier quelque chose. » Malgré les protestations d'Étienne, elle monta dans sa chambre et ouvrit la petite valise qui contenait les affaires qu'elle avait apportées de Saint-Aubin, tout au fond. Enveloppé dans un foulard, se trouvait un petit carnet qu'Odette lui avait donné pour son 20e anniversaire, pour écrire « tes secrets », avait dit la vieille femme avec un clin d'œil. Léa n'y avait jamais vraiment écrit, préférant y glisser des souvenirs, une fleur séchée, un ticket de cinéma partagé avec Jeanne, une boucle de ses cheveux d'enfant qu'Odette avait précieusement conservée. Elle l'ouvrit et feuilleta rapidement les pages. Là, coincée entre deux feuillets, se trouvait une petite clé en laiton, la clé du cadenas qui fermait le cabanon. Un souvenir surgit soudain. Odette, quelques mois plus tôt, Luce, lui disant d'un air inquiet « Ne va plus au cabanon seul. J'ai vu des traces d'effraction. Quelqu'un y est entré. » À l'époque, Léa avait mis cet avertissement sur le compte de la paranoïa grandissante de sa grand-mère, mais maintenant, elle redescendit en trombe, la clé à la main. Il faut aller au cabanon. Maintenant, la nuit était tombée quand ils arrivèrent à Saint-Aubin, escortés par 2 voitures de police banalisées. La pluie tombait à verse, transformant les ruelles en petits ruisseaux tumultueux. Le village semblait désert, les habitants s'étant barricadés chez eux face à cet orage violent. La rivière, habituellement paisible, s'était transformée en torrent boueux. Le petit chemin menant au cabanon était presque impraticable, boueux et glissant. « Restez dans la voiture », ordonna l'inspecteur Mercier aux 2 hommes. « Nous allons vérifier. Ma fille vient avec nous », insista Étienne. Elle seule connaît l'endroit. Après une brève discussion, ils s'engagèrent tous sur le sentier, Léa guidant le groupe. La pluie cinglante et l'obscurité rendèrent la progression difficile. Seules leurs lampes torches et les éclairs occasionnels illuminèrent le chemin. Le cabanon se dressait enfin devant eux, petite construction de bois délabrée au bord de l'eau tumultueuse. La porte semblait fermée, mais quand Léa s'approcha, elle constata que le cadenas avait été forcé. « Il est venu ici », souffla-t-elle. L'inspecteur fit signe à ses hommes de se mettre en position, armes au poing. L'un d'eux ouvrit délicatement la porte, pointant sa lampe dans l'obscurité. Le cabanon était vide. « Rien », annonça le policier après une inspection minutieuse. Quelques vieux outils, des seaux, mais pas de traces d'occupation récente. Léa entra malgré tout, scrutant l'espace exigu. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Ses yeux se posèrent sur le sol en terre battue, dans un coin, à peine visible. « Une trappe. Là !» s'exclama-t-elle. « Il y a une cave sous le cabanon. » L'inspecteur s'approcha, méfiant. La trappe, camouflée par de la terre fraîchement répandue, n'était visible que si l'on savait quoi chercher. Elle s'ouvrait sur un escalier de bois plongeant dans l'obscurité. « Je descends », décida l'inspecteur. « Vous, restez ici. » Mais Léa n'écoutait déjà plus. Un souvenir venait de surgir, si violent qu'il la fit chanceler. Elle avait déjà vu cet escalier. Elle l'avait descendu, terrifiée. 20 ans plus tôt, c'était ici, dans cette cave sous le cabanon, qu'Henri l'avait d'abord caché après l'enlèvement, avant qu'Odette ne l'emmène. « C'est ici que tout a commencé », murmura-t-elle, reprenant les mots du message d'Henri. Un cri en contrebas les fit sursauter. L'inspecteur remonta précipitamment. « Appelez des renforts et une ambulance », ordonna-t-il. « Il y a quelqu'un en bas, une femme. Elle est attachée. »« Mais vivante. Une femme », répéta Étienne, confus. Mais Léa comprenait déjà. « Jeanne » souffla-t-elle. « C'est Jeanne, n'est-ce pas ?» L'inspecteur acquiesça, surpris. « Vous la connaissez. C'est mon amie d'enfance. Elle travaillait avec moi à la filature. » Tout prenait sens maintenant. Henri avait enlevé Jeanne pour l'attirer ici, sachant que Léa ferait le lien tôt ou tard. Mais alors, c'est un piège, réalisa-t-elle soudain. Il n'est pas ici, il est... Une détonation au dehors interrompit sa phrase, puis des cris, une brève échange de coups de feu. L'inspecteur se précipita dehors, suivi par Étienne. « Restez ici !» cria ce dernier à Léa. Mais elle ne pouvait pas rester immobile. Quelque chose la poussait vers la sortie, un pressentiment terrible. Elle s'élança sous la pluie battante, juste à temps pour voir une silhouette sombre assommer le dernier policier resté en faction et se diriger vers Étienne, qui lui tournait le dos. « Papa !»« Attention !» Étienne se retourna au cri de Léa. Mais trop tard, Henri Vidal abattit violemment la crosse de son arme sur sa tempe.
Étienne s'effondra dans la boue. « Non !» hurla Léa en courant vers lui. Le visage d'Henri se tourna vers elle, illuminé par un éclair, vieilli, ravagé par la haine et les années, mais avec le même regard obsessionnel qu'elle revoyait maintenant dans ses cauchemars. « Ma petite Léa », dit-il d'une voix doucereuse. « Ou devrais-je dire, Anaïs, tu m'as manqué ?» Elle s'arrêta net, paralysée par la terreur. Il pointa son arme sur elle. « Pas un geste, nous allons faire un petit voyage. Toi et moi, comme la dernière fois. Laissez mon père tranquille, » articula Léa, cherchant désespérément du regard les autres policiers. Henri eut un rire sinistre. « Ils sont occupés avec l'incendie. L'incendie, la maison de ton enfance. Un petit cadeau d'adieu pour Odette. » Il fit un geste vers la colline, où des lueurs orangées perçaient à travers la pluie et la nuit. La maison d'Odette était en flammes, attirant tous les secours du village. Profitant d'un instant de distraction d'Henri, Léa se jeta sur lui, mais il était prêt. D'un geste brutal, il la frappa à la tête avec son arme. La douleur explosa dans son crâne. Puis tout devint noir. Léa reprit conscience dans une semi-obscurité nauséabonde. Sa tête pulsait douloureusement. Elle était allongée sur un matelas crasseux, dans une pièce humide qu'elle reconnut immédiatement. La cave sous le cabanon. « Enfin réveillée !» constata Henri, assis sur une chaise à quelques pas. « Tu as toujours eu le sommeil profond, même quand je t'ai enlevé. Tu n'as pas pleuré comme les autres enfants. » Léa se redressa péniblement, évaluant la situation. Ses mains n'étaient pas attachées. Un oubli? Ou Henri la croyait-il trop terrifiée pour tenter quoi que ce soit? « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Gagnant du temps. « Pourquoi tout ça? 20 ans de haine, pourquoi ?» Le visage d'Henri se contracta. « Pour Isabelle, il me l'a volée. Elle m'aimait. Moi. Nous étions faits l'un pour l'autre. Mais il l'a séduite avec son argent, son pouvoir. Il l'a rendue malheureuse. Je le voyais, chaque jour, je la voyais s'étioler à ses côtés. »« C'est faux, » murmura Léa. « Ils s'aimaient, j'ai vu les photos, les lettres. Mensonge, » rugit Henri. « Elle m'aimait, elle me l'a dit. » Léa comprit alors qu'elle avait affaire à un délire complet. Henri Vidal avait construit une réalité alternative où Isabelle l'aimait en secret, où Étienne était un monstre, où son enlèvement était un acte de justice. « Et ma mère ?» commença-t-elle. « Vous l'avez empoisonnée ?» Un sourire tordu déforma le visage du vieil homme. « Une mort trop douce pour ce qu'il lui a fait subir. Je voulais qu'il la voie dépérir, jour après jour, impuissant, comme j'étais impuissant quand il me l'a arrachée. » Des pas au-dessus d'eux interrompirent sa tirade. Des voix appelaient. Les recherches avaient commencé. « Il est temps de partir », décréta Henri en se levant. « Une dernière étape nous attend. Je n'irai nulle part avec vous », déclara fermement Léa. Le sourire d'Henri s'élargit. « Oh si, tu viendras. Car si tu refuses… » Il sortit son téléphone et lui montra une photo. Étienne, inconscient, attaché à une chaise dans ce qui semblait être une cabane de pêcheurs. « Ton cher papa ne survivra pas à cette nuit. » Le sang de Léa se glaça. « Où est-il ? » ?»« Dans un endroit que tu connais bien, où je te racontais des histoires, les rares fois où Odette me laissait te voir. » Une image surgit dans son esprit. Un ponton de bois sur le lac, à quelques kilomètres du village, une cabane de pêcheurs abandonnée, où Odette l'emmenait parfois pique-niquer. Henri vit la reconnaissance dans son regard. « Je vois que tu te souviens. Maintenant, dépêchons-nous. La marée monte. » Et cette vieille cabane n'est pas très étanche. C'était donc ça. Son plan final, une mort lente par noyade pour Étienne, et pour elle, Léa ne se faisait aucune illusion. Henri Vidal ne la laisserait pas vivre. Pas maintenant qu'elle connaissait toute la vérité. La tempête semblait s'être calmée quand Henri força Léa à monter dans une vieille Renault garée à distance du cabanon. Le silence apparent n'était qu'une illusion. Au loin, sirènes et cris attestèrent de l'agitation au village. Les flammes dévorant la maison d'Odette avaient attiré tous les secours, exactement comme Henri l'avait prévu. « Attachez votre ceinture, mademoiselle Delaunay », dit-il avec une politesse grotesque en démarrant. « Nous ne voudrions pas avoir d'accident sur la route. » Le sarcasme était évident, mais Léa n'y prêta guère attention. Son esprit tournait à plein régime. Évaluant ses options, Henri gardait son arme posée sur ses genoux, prête à l'usage. Son regard, alternant entre la route sinueuse et sa prisonnière, ne laissait aucune place à l'improvisation. « Il est déjà trop tard pour lui, vous savez. »
lança Henri après quelques minutes de silence. « La marée monte vite ce soir. La cabane doit déjà avoir les pieds dans l'eau. » Léa serra les poings, refusant de céder à la panique. « Pourquoi me dire où il est ? Alors, vous savez que j'alerterai les secours dès que possible. » Un rire sec lui répondit. « Oh, mais vous n'aurez pas cette possibilité, ma chère. Nous allons simplement contempler son œuvre ensemble. » La route s'enfonçait maintenant dans la forêt qui bordait le lac. Léa connaissait ces bois comme sa poche. Enfant, elle y avait passé des heures à explorer chaque sentier. Un souvenir émergea soudain. Un raccourci à travers les arbres pouvait mener directement au ponton si elle parvenait à s'échapper. La voiture ralentit, puis s'arrêta au bout d'un chemin forestier boueux. À travers les arbres, on distinguait les eaux sombres du lac. Agitée par le vent qui reprenait de la vigueur, « Descendez !» ordonna Henri en pointant son arme sur elle. Et pas de geste brusque. Ils s'engagèrent sur un sentier à peine visible. La pluie avait recommencé à tomber, fine et glaciale. Léa frissonnait dans ses vêtements trempés, mais ce n'était pas le froid qui la faisait trembler. À chaque pas, elle se rapprochait de son père en danger, et du dernier acte de cette tragédie familiale, au détour du sentier, la cabane de pêcheurs apparut. Frêle structure de bois posée sur pilotis à l'extrémité d'un ponton délabré, les eaux du lac, inhabituellement hautes, léchaient déjà le plancher de la cabane. Dans quelques heures, elle serait complètement submergée. Magnifique, n'est-ce pas ? Commenta Henri, contemplant son œuvre avec une satisfaction morbide. La nature elle-même participe à ma vengeance. Léa avança sur le ponton sans attendre son autorisation. Chaque planche grinçait sous ses pas. Menaçant de céder, à travers l'unique fenêtre de la cabane, elle aperçut une silhouette immobile. « Papa !» cria-t-elle en accélérant le pas. « Doucement !» avertit Henri en la rattrapant par le bras. « Nous allons entrer ensemble, comme une famille. » Il ouvrit la porte de la cabane, poussant Léa à l'intérieur. L'odeur de moisis et d'algues était suffocante. Étienne était bien là, attaché à une chaise, un filet de sang séché sur sa tempe. Mais contrairement à ce que Léa craignait, ses yeux étaient ouverts et alertes. « Léa !» murmura-t-il avec un soulagement évident, avant que son expression ne s'assombrisse. « Tu n'aurais pas dû venir, c'est ce qu'il voulait. » Comme c'est touchant, railla Henri en refermant la porte derrière eux. Les retrouvailles du père et de la fille, dommage qu'elles soient si brèves. Léa s'approcha d'Étienne, scrutant ses liens, des cordes épaisses enserraient ses poignets et ses chevilles. Attachées avec une expertise inquiétante, « Ne t'inquiète pas », souffla-t-elle à son père. « Je vais nous sortir de là. Tu entends ça, Étienne ?» Henri semblait presque amusé. « Ta fille pense qu'elle peut vous sauver. Elle a ton arrogance, sans aucun doute. » Étienne fixait son ancien chauffeur avec un mélange de dégoût et d'incompréhension. « Pourquoi, Henri ? J'ai compris pour Isabelle. Ton obsession malade. Mais pourquoi continuer après toutes ces années ? Qu'espères-tu accomplir ? Justice ? » Le mot explosa comme un coup de feu. « Tu m'as tout pris, ma dignité d'abord, quand tu m'as accusé de vol devant tout le monde. Puis Isabelle. Que tu as arraché à son destin, moi. C'est absurde, » répliqua Étienne. « Isabelle ne t'a jamais aimé. Elle ne te connaissait même pas vraiment. Mensonge. » Henri frappa violemment la table branlante qui occupait le centre de la pièce. « Elle m'aimait. Nous avions des projets. Mais tu l'as manipulée avec ton argent. Ton pouvoir ?» Pendant qu'Henri se perdait dans sa tirade délirante, Léa remarqua quelque chose. L'eau commençait à s'infiltrer entre les planches du plancher. Plus inquiétant encore, la cabane entière semblait tanguer légèrement, comme si les pilotis qui la soutenaient menaçaient de céder sous la force des vagues. « Et maintenant ?» conclut Henri en sortant un couteau de sa poche. « Tu vas connaître ce que j'ai ressenti. L'impuissance, le désespoir. Tu vas regarder ta fille mourir, sachant que tu es responsable. » Il s'avança vers Léa, le couteau levé. La jeune femme recula jusqu'à heurter le mur, coincée. « Moi d'abord !» intervint désespérément Étienne, se débattant contre ses liens. « Tue-moi d'abord, Henri. C'est moi que tu es, pas elle. » Henri hésita, son regard oscillant entre le père et la fille. Ce moment d'indécision fut tout ce dont Léa avait besoin. Dans un geste fulgurant, elle saisit la lourde lampe à pétrole posée sur une étagère et la projeta de toutes ses forces au visage d'Henri. Le verre se brisa, le pétrole se répandit, et Henri hurla de douleur, momentanément aveuglé. Léa en profita pour se précipiter vers son père.
avec des gestes fébriles. Elle tenta de défaire ses liens, mais les nœuds étaient trop serrés. « Le couteau !» haleta Étienne. « Prends son couteau !» Henri, à moitié aveuglé. Tâtonnée pour retrouver son arme tombée au sol, Léa plongea, roulant sur le plancher humide, et attrapa le couteau juste avant lui, sans hésiter. Elle revint vers son père et commença à scier les cordes. « Petite garce !» rugit Henri en se relevant péniblement. « Tu vas payer pour ça !» Le premier lien céda. Les mains libres, Étienne prit le couteau des mains de Léa et trancha rapidement les cordes qui retenaient ses chevilles. Juste à temps. Henri se jetait déjà sur eux. Les 3 corps s'entrechoquèrent violemment, faisant vaciller la fragile structure. Un craquement sinistre retentit, l'un des pilotis venait de céder. La cabane s'inclina dangereusement, projetant meubles et occupants contre le mur côté lac. Henri, plus agile qu'on aurait pu le croire pour son âge, se redressa le premier. Son visage, à moitié brûlé par le pétrole, était un masque de haine pure. Il sortit un petit pistolet de sa veste. « Finissons-en !» gronda-t-il en visant Étienne. Léa n'eut pas le temps de réfléchir. Elle se jeta devant son père au moment où le coup partait. La balle frôla son épaule, arrachant un cri de douleur. Étienne, rendu furieux par cette attaque contre sa fille, se rua sur Henri. Les 2 hommes luttèrent pour l'arme. Chancelant dans la cabane qui s'inclinait de plus en plus, l'eau entrait maintenant par la porte, transformant le plancher en patinoire. Léa, serrant son épaule blessée, cherchait désespérément un moyen d'aider son père. Un second craquement, plus violent encore, ébranla la structure, puis un 3e. La cabane tout entière glissait maintenant vers le lac. « Léa, dehors !» hurla Étienne en maintenant Henri contre un mur. « Pas sans toi !» Un dernier craquement, la cabane se détacha du ponton et commença à dériver, prenant l'eau rapidement. Henri profita de la confusion pour repousser Étienne et pointa à nouveau son arme. « Tu ne gagneras pas cette fois !» cracha-t-il. Il pressa la détente, mais seul un déclic se fit entendre. Plus de munitions, avec un hurlement de rage, il se jeta sur Étienne, couteau en main. Les 2 hommes tombèrent à la renverse, heurtant la fenêtre qui se brisa sous leur poids, à moitié dans l'eau. À moitié dans la cabane qui s'enfonçait, ils continuaient à lutter. Léa se précipita vers eux. L'eau lui arrivait déjà aux genoux. Elle attrapa le bras d'Henri qui tenait le couteau, essayant de l'immobiliser, mais dans la lutte, son pied glissa sur le plancher inondé. Elle tomba en arrière, sa tête heurtant violemment le rebord d'une table. Sa vision se brouilla. Le monde semblait tourner au ralenti, à travers un voile de semi-conscience. Elle vit son père parvenir enfin à maîtriser Henri, le repoussant contre le mur extérieur de la cabane. Mais le bois pourri céda sous leur poids combiné, avec un bruit déchirant. Tout un pan de mur s'effondra. Henri bascula en arrière, dans les eaux noires et tumultueuses du lac. Dans un dernier geste de haine, il agrippa la chemise d'Étienne, l'entraînant avec lui. « Papa !» hurla Léa en se redressant, ignorant la douleur lancinante à sa tête. Elle se précipita vers l'ouverture béante, scrutant désespérément la surface du lac. Rien, juste les vagues sombres et l'eau qui montait inexorablement dans la cabane dérivante. Sans hésiter, elle plongea dans les eaux glacées. Le froid la saisit comme un étau, mais elle l'ignora, nageant frénétiquement à la recherche de son père. Le courant était fort, la visibilité nulle. Soudain, une main émergea non loin d'elle. Elle s'en saisit, tirant de toutes ses forces. Le visage d'Étienne apparut, haletant. « Il m'a lâché », balbutia-t-il entre 2 respirations laborieuses. « Je l'ai vu, couler. » Ensemble, ils luttèrent contre le courant pour rejoindre la berge, la cabane. Derrière eux, s'enfonçait lentement dans les eaux noires, emportant avec elle les dernières traces de leur affrontement avec Henri Vidal, épuisé, trempé. Ils s'effondrèrent sur la rive boueuse, sous la pluie qui continuait de tomber, lavant le sang et les larmes. « C'est fini !» murmura Étienne en serrant sa fille contre lui. « C'est vraiment fini maintenant. » Au loin, des lumières approchaient. Les secours, enfin. Mais Léa savait que la véritable guérison ne faisait que commencer. Le soleil de juin baignait les jardins de la maison de Launay d'une lumière dorée. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique au bord du lac. 1 an de reconstruction, de thérapie, et lentement, de guérison.
Léa ajusta la petite plaque commémorative à l'entrée du bâtiment fraîchement rénové. Fondation Odette, lisait-on en lettres élégantes, en dessous, une citation qu'elle avait choisie avec soin. Notre identité se forge tant par notre sang que par les choix de ceux qui nous aiment. Autour d'elle, s'activaient les derniers préparatifs pour l'inauguration. Des serveurs en uniforme disposaient un canapé et champagne sur des tables drapées de blanc. Des journalistes vérifiaient leurs équipements, prêts à couvrir l'événement qui réunissait le gratin parisien, et plusieurs personnalités politiques. Tout est parfait, dit Luc en s'approchant, élégant dans son costume gris. Les premiers invités arrivent dans 1 heure. Léa acquiesça, lissant la jupe de son tailleur crème. Ces derniers mois l'avaient transformée. La jeune lavandière timide avait fait place à une femme assurée, qui assumait désormais pleinement son rôle à la tête de cette fondation, son projet, sa vision. « Étienne est dans son bureau ?» demanda-t-elle. Comme toujours. Luc sourit avec une affection évidente. Il relit son discours pour la 15e fois. Léa traversa le jardin vers la maison principale. Son pas était assuré. Sa démarche, celle d'une femme qui savait exactement qui elle était et où elle allait. Après des mois d'incertitude, elle avait finalement trouvé son équilibre. Elle était Léa Delaunay. Elle n'essayait plus de le nier. Mais Anaïs Morel faisait aussi partie d'elle, cette jeune femme forgée par les soins et l'amour d'Odette. Réconcilier ces 2 identités avait été le plus grand défi de cette année. Dans le hall d'entrée, elle croisa Jeanne, rayonnante dans sa robe de cocktail bleu marine. Après son enlèvement par Henri, son amie d'enfance avait mis du temps à se remettre. Aujourd'hui, elle travaillait comme assistante de direction à la fondation. « Les dossiers des premières familles sont prêts », annonça Jeanne. 5 enfants disparus dont les cas ont été classés sans suite par la police. Nous commencerons les investigations la semaine prochaine. Léa hocha la tête, émue. La Fondation Odette avait 2 missions principales. Aider les femmes en situation de vulnérabilité et soutenir les familles d'enfants disparus en finançant des enquêtes privées lorsque la police abandonnait les recherches. « Parfait, merci Jeanne. » Elle continua son chemin vers le bureau d'Étienne. La porte était entr'ouverte. Elle s'arrêta un instant, observant son père sans qu'il la remarque, penché sur son discours. Il semblait plus serein qu'elle ne l'avait jamais vu. Les événements de l'année passée l'avaient profondément changé. L'obsession qu'il avait dévorée pendant 20 ans s'était évanouie, remplacée par une sérénité nouvelle. Le corps d'Henri Vidal avait été retrouvé 3 jours après la confrontation finale, échoué sur une plage à plusieurs kilomètres du lac. L'autopsie avait confirmé la noyade, mettant un point final à cette histoire. Ou presque. « Je peux entrer ?» demanda doucement Léa. Étienne leva la tête, son visage s'illuminant instantanément. « Bien sûr, j'étais justement en train de relire ton discours pour la 15e fois, compléta-t-elle avec un sourire taquin. La 16e, en fait. Il reposa les feuillets. Comment te sens-tu? Nerveuse, excitée, fière? Elle s'assit face à lui. Je n'aurais jamais imaginé en être là, il y a 1 an. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire, Léa. Cette fondation, c'est entièrement ton œuvre. Elle secoua la tête. Nous l'avons créée ensemble. Et elle porte le nom d'Odette parce que, malgré tout, elle m'a aimée et protégée. Étienne acquiesça, respectant cette décision qu'il avait d'abord eu du mal à accepter. Avec le temps, il avait compris que l'amour d'Odette pour sa fille, bien que né dans des circonstances tragiques, avait été authentique. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en sortant un petit écrin de son tiroir. Pour marquer cette journée, Léa l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur reposait son pendentif en forme d'ange, celui qu'elle avait porté toute sa vie sans connaître sa véritable signification. « Tu l'as fait restaurer ?» murmura-t-elle en caressant le bijou qui avait été endommagé durant la lutte avec Henri. « Regarde à l'intérieur. » Elle ouvrit délicatement le compartiment secret. La minuscule photo d'elle bébé était toujours là, mais de l'autre côté, une nouvelle image avait été ajoutée, celle d'Odette, souriante, telle que Léa voulait se souvenir d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. « C'est parfait. Merci. » Étienne l'aida à attacher le pendentif autour de son cou. Ce symbole qu'elle avait d'abord rejeté, après avoir découvert la vérité, prenait maintenant un sens nouveau. Il représentait la totalité de son histoire, avec ses ombres et ses lumières. 2 heures plus tard, la cérémonie d'inauguration battait son plein. Des dizaines de personnalités étaient venues soutenir cette initiative qui avait déjà fait grand bruit dans les médias. L'histoire de Léa, soigneusement présentée au public,
avait touché les cœurs et ouvert les portefeuilles, elle se tenait maintenant sur l'estrade, face à l'assemblée, à ses côtés. Étienne attendait son tour de parole. Léa avait insisté pour s'exprimer en premier. La Fondation Odette est née d'une histoire personnelle, commença-t-elle d'une voix claire. Une histoire de perte, mais aussi de résilience. J'ai été cet enfant disparu dont les parents n'ont jamais abandonné l'espoir. J'ai aussi été cette petite fille élevée avec amour par une femme qui, malgré ses erreurs, a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Elle marqua une pause, touchant inconsciemment son pendentif. Notre mission est double, donner une seconde chance aux femmes qui en ont besoin, et ne jamais abandonner un enfant disparu ni sa famille, car si mon histoire m'a appris une chose, c'est que l'espoir, même minuscule, mérite qu'on se batte pour lui. Les applaudissements résonnèrent longuement dans la salle. Léa sentit une émotion puissante l'envahir, non pas celle, douloureuse, qui l'avait accompagnée pendant des mois, mais une émotion lumineuse, presque apaisante. La réception qui suivit se déroula dans une atmosphère de célébration discrète. Léa naviguait entre les invités avec une aisance qui surprenait même Étienne. Elle avait suivi des cours intensifs de protocole, d'économie, de droit, se préparant non seulement à diriger la fondation, mais aussi à prendre progressivement sa place dans l'empire de Launay. « Tu as été remarquable », lui dit Luc en lui tendant une coupe de champagne. Isabelle aurait été tellement fière. Léa sourit à l'évocation de sa mère. Grâce à la thérapie, elle pouvait maintenant penser à Isabelle sans cette sensation d'étrangeté, ce sentiment qu'il s'agissait d'une inconnue. Des fragments de souvenirs étaient revenus. Une chanson fredonnée, le parfum de jasmin, des mains douces caressant ses cheveux. « J'aurais aimé la connaître vraiment », murmura-t-elle. « Pas seulement à travers les souvenirs des autres. Tu lui ressembles plus que tu ne le crois, » répondit Luc. Pas seulement physiquement, cette détermination tranquille, cette compassion, s'est-elle tout craché. Le soleil commençait à décliner quand les derniers invités partirent. Léa, épuisée mais satisfaite, retrouva son père sur la terrasse qui dominait le jardin. Ensemble, ils contemplèrent le coucher de soleil qui embrasait l'horizon. « Nous avons réussi », dit doucement Étienne. Léa savait qu'il ne parlait pas seulement de la fondation, mais de leur parcours ensemble, de cette relation père-fille qu'ils avaient dû construire à partir de rien. « Oui », confirma-t-elle en prenant sa main. « Nous avons réussi ». Son regard se porta vers le pendentif qui brillait doucement à la lumière du crépuscule. Ce petit ange doré, témoin silencieux de toute son histoire, qui aurait cru qu'un objet si petit puisse changer tant de destins. Dans son esprit défilèrent les visages de ceux qui avaient façonné sa vie. Odette, dont l'amour sincère avait coexisté avec un terrible secret. Isabelle, mère trop tôt arrachée à sa fille. Étienne, qui n'avait jamais cessé de chercher. Et même Henri, dont l'obsession dévorante avait tout déclenché. « À quoi penses-tu » demanda Étienne, intrigué par son silence. « À l'avenir » répondit-elle simplement, « et à tout ce qu'il nous reste à accomplir. » Ils restèrent ainsi, paisibles dans la lumière déclinante. Aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis l'orée du bois, à la limite de la propriété, une silhouette voûtée, au visage partiellement dissimulé par l'ombre d'une casquette. L'homme ajusta ses jumelles, fixant son regard sur le pendentif qui brillait au cou de Léa, puis, aussi silencieusement qu'il était venu, il disparut dans l'obscurité grandissante, sur son poignet droit, à peine visible, une montre à gousset en argent gravée des initiales HV. Mais cela, c'était une autre histoire.